Salut à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie du développement de notre petit platformer. Nous sommes donc dans la série Créer des jeux avec ActionScript 3. Et dans cette vidéo, il est prévu que l'on code notre player, au moins des déplacements de base, c'est-à-dire pouvoir se déplacer à droite à gauche et sauter et tomber sur le sol. Là, on verra plus tard comment créer un niveau avec des tiles, mais pour l'instant, on va juste se sauter en fonction du sol. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, déjà dans un premier temps, on va rajouter une méthode update à notre player qui sera publique. Et en fait, update, comme ceci. Et en fait, cette méthode va être appelée depuis la classe jeu sur notre player. Donc là, voilà. Donc, vous pouvez faire player.update. Je l'avais déjà fait en guise de test, mais vous pouvez l'écrire comme ceci. Donc là, j'appelle la méthode update dans la game loop, c'est-à-dire que à chaque frame, je vais updater mon player. Et donc toute la logique et l'affichage, enfin le mouvement de mon joueur sera géré à l'intérieur de la fonction update. Ensuite, je vais rajouter des écouteurs d'événements directement ici à l'intérieur de mon objet player. Seulement, le problème, c'est que j'aimerais les ajouter sur la stage pour pouvoir y accéder de partout, hein, pas seulement depuis mon player. Donc pour ce faire, il va falloir que j'attende que mon objet soit ajouté sur la stage pour pouvoir accéder justement à cette stage, pour pouvoir référencer l'objet stage. Alors, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais juste avant, pour vous prouver que notre objet est bien, ici peut être en mouvement grâce à l'appel de update, ici, que update est bien appelé plusieurs fois dans les game loops, on va tout simplement l'incrémenter de 100 qu'on va multiplier par game.deltaTime. Souvenez-vous, game.deltaTime correspond au temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Donc du coup, si je fais 100 fois game.deltaTime, ça veut dire dans ma logique, en une seconde, je déplacerai mon player de 100 pixels. Donc là, si je lance mon jeu, hop, vous voyez que mon personnage se déplace. Et alors au passage, il est venu se rajouter dans un tab ici mon test project. Je vais le remettre dans un flash viewer par défaut. Je relance mon projet. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien correctement. Eh bien, continuons. Nous sommes donc... ça, c'était juste pour vous montrer que le player peut se déplacer. Je commentais la ligne. Donc, comme je le disais, il va falloir qu'on puisse accéder à l'objet stage. Alors, je vais revenir sur la documentation. Et dans la doc de Sprite, ici, si je regarde les méthodes héritées, on s'aperçoit qu'on a bien, ici tout en bas, stage. Hop, et stage, donc, correspond au component de toute la base. C'est vraiment donc la scène sur laquelle on vient ajouter nos objets. Et d'ailleurs, la classe main, ici, a été ajoutée, classe game, pardon, a été ajoutée sur la stage. En tant que premier élément. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder à cette classe, à cette instance stage, enfin, du moins, elle renverra nul, tant que, la sprite, en l'occurrence player, n'a pas été ajoutée sur la scène elle-même. C'est-à-dire qu'au moment où on ajoute un objet dans la liste d'affichage, il y a son objet interne stage qui est référencé. Pour vous donner un exemple tout bête, vous savez que là, j'appelle la méthode init. Si par exemple, je fais quelque chose tout simplement comme par exemple trace ici de la scène, de la stage, vous allez voir qu'en fait, alors là il va falloir justement que je repasse en mode open in new tab, vous allez voir que quand je fais play, ici en bas ça me met bien nul. Donc ça veut dire que la stage n'est pas référencée. Donc du coup, pour la référencer cette stage, comment on va s'y prendre ? Tiens, ça a disparu. Ok, donc comment on va s'y prendre? C'est, on va tout simplement, s'occuper avec un... Comment on appelle ça? Avec un écouteur d'événements. On va vérifier qu'on soit bien ajouté sur la scène. D'accord? Le problème, c'est que là, on va plus pouvoir passer nos paramètres ici, initx, inity. D'accord? Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est directement dans le constructeur. Ici, on va faire this.x est égal à initx.
this.y est égal à init y, ça on n'a pas besoin de la stage pour le faire. Et donc cette ici méthode init, en fait j'aurais pu copier ça tout simplement, et donc cette méthode init, elle va être appelée à partir du moment où on va être ajouté sur la scène. Alors en fait je préfère qu'on la laisse quand même et qu'on l'appelle plus init, mais qu'on l'appelle... On va plus l'appeler init, excusez-moi, on va l'appeler tout simplement draw. Ça sera plus propre, je pense. Donc cette méthode, je vais l'appeler draw, parce qu'en fait, elle s'occupe de faire tout ce qui concerne l'affichage, globalement. Et justement, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un écouteur d'événements qui va s'appeler... Enfin, qui va être de type added to stage. Donc, est-ce que notre objet il a été ajouté donc, sur la scène, donc c'est-à-dire dans la liste d'affichage. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va appeler justement, là, à ce moment-là, un callback qui s'appelle init. Donc là, je vais générer ici un écouteur d'événements. Et vous remarquez qu'il me le génère correctement. Et en plus, comme il s'est rendu compte que c'était un événement added to stage, la première chose qu'il fait, c'est l'enlever, puisqu'on n'a pas besoin de le garder, cet écouteur d'événements. Donc du coup, dans la méthode init ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais la mettre après draw. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette méthode init ici? On peut bien évidemment récupérer la stage qui a été référencée ici. Donc là, si je repasse ici en mode open a new tab, puisque c'est là que j'ai le debugger qui fonctionne, et que je lance, vous voyez que j'ai bien un objet qui existe et qui n'est pas nul. Donc du coup, ça va être vachement utile. Pourquoi? Tout simplement pour, eh bien, depuis le stage, ajouter des écouteurs d'événements qui vont être de type keyboard. Donc keydown, en l'occurrence, qui va envoyer à une fonction qui va s'appeler par exemple onKeyDown. En général, on les appelle onKeyDown, onKeyUp, on quelque chose. Ça fait référence aux vieilles versions d'ActionScript, en l'occurrence ActionScript 2. Mais du coup, ça renvoie vers rien, donc on peut les laisser comme ça. Donc, on va les appeler donc onKeyUp et onKeyDown. Forcément, on va générer des écouteurs d'événements, comme ceci. Donc, toujours CTRL-SHIFT-1, c'est super pratique. Donc, je vais mettre le down avant le up. C'est juste une préférence pour moi en termes d'organisation de ma classe. Et ce que je vais faire, c'est que ici, tout en haut de ma classe, je vais définir des variables privées qui vont me permettre de savoir, donc private var, qui vont me permettre de savoir si j'ai appuyé sur la touche ou non. Donc left key, par exemple, qui va être donc un booléen, qui va être égal à false, donc je vous rassure, elles vont être toutes égales à false au début. Right key, qui va être un booléen, qui va être égal à false. On va avoir ensuite up key, qui va être un booléen, qui va être égal à false aussi. Donc en fait, c'est dans ces variables qu'on va stocker l'état actuel des touches que l'on a pressées. Du coup, par exemple, ici, je peux faire, si la touche E a un code, c'est-à-dire le numéro de la touche qui a été pressée, c'est par exemple 45 ou n'importe quelle touche, alors sachez qu'il y a la possibilité, via keyboard, de récupérer des constantes statiques, comme left par exemple. Donc ici, je peux faire CTRL-SHIFT-1 pour venir rajouter automatiquement. Vous voyez ici, ça me l'a rajouté l'import correct de la classe keyboard. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, globalement, keyboard.left, vous voyez, c'est un static public const left. En fait, c'est un ensemble de variables statiques constantes qui ont été stockées, qui correspondent, vous voyez, là, en l'occurrence, left correspond à 37. Ça correspond donc au code ASCII de la touche. Donc là, si l'événement, ici, après avoir pressé une touche, et bien que cet événement contient le numéro de la touche et que ce numéro de la touche c'est bien équivalent à 37, c'est-à-dire keyboard.left, à ce moment-là, on va dire ok, left key est égal à true, parce que là on sait que la touche gauche a été pressée. On va faire aussi le cas où on a appuyé sur la touche droite, donc là c'est plus left key, c'est right key. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi tu n'as pas fait un else if ici, parce qu'on ne peut pas appuyer sur les deux touches en même temps. Eh bien si, moi j'aimerais qu'on teste les deux touches en même temps, c'est-à-dire que si on appuie sur les deux touches en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déplacer mon personnage à la fois à la droite et à la fois à la gauche, donc ça veut dire qu'en fait il va s'annuler, enfin la vitesse de mon personnage va s'annuler, et donc il va rester statique. Donc on peut quand même, avec de if aussi, tester donc les deux cas. Et je vais copier-coller la même chose ici, parce qu'en fait là, dans le cas où on relâche la touche, donc c'est le cas où on a un key up,
à ce moment-là, je vais faire revenir les différentes variables booléennes en haut de mon fichier ici à false. D'accord? Donc là, théoriquement, ce que je peux faire, c'est par exemple, ici, alors ça c'est vraiment du temporaire, mais si par exemple on appuie sur la touche gauche, ce que je vais faire, c'est par exemple, si on appuie sur la touche droite, right key, ce que je vais faire, c'est x plus e égale 1, par exemple. D'accord? Donc je vais déplacer mon personnage en x sur la de 1. Et là, vous voyez que quand j'appuie sur la touche gauche, je déplace bien mon personnage de 1 pixel à chaque fois. Alors moi, j'aime pas travailler avec le tab, je vais revenir à nouveau sur le Flash Viewer Default. Notez que je le fais souvent, hein, c'est une habitude à prendre dans Flash Develop. Donc du coup, là, vous voyez que quand c'est true, c'est-à-dire que j'ai bien pressé la touche, à ce moment-là, je déplace. Et quand ça repasse à false, c'est-à-dire quand la touche, elle est relevée ici, à ce moment-là, eh bien, je fais pas avancer mon personnage ici. Alors ça, c'est testé en permanence, hein, c'est testé toutes les frames. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle est appelée, bien évidemment, toutes les frames depuis la game loop. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, on va pouvoir rajouter des informations de vélocité à notre personnage. Donc ça, c'est les touches, c'est les keys, et ça va être la vélocité. Je le mets en anglais. Hein. Donc là, on va définir une variable qui va s'appeler Vx, qui va être de type nombre, qui va correspondre à la vélocité en x de mon personnage, de notre personnage. On va faire la même chose en y, number est égal à 0. Et en fait, ces valeurs, ici, vont correspondre globalement au déplacement de notre personnage en X et au déplacement de notre personnage en Y par rapport à la position courante. C'est-à-dire que effectivement, ce que je vais faire à la fin ici de ma fonction update, je vais appeler une fonction qui va s'appeler move, ou alors bon, je vais tout simplement le faire ici pour l'instant. X plus est égal à Vx et this.y, ou tout simplement y plus est égal à Vy. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si ça fait 0, je vais ajouter 0 à la position courante. Si ça fait 1, eh bien je vais m'incrémenter de 1 à chaque fois. Je vais vous montrer un cas assez simple. Je vais lancer mon programme comme ça. J'ai 0 de vélocité en x et 0 de vélocité en y. Mon personnage est statique. Si j'ai 1 en x et que je lance mon programme, voilà, il se déplace en x. Si j'ai 1 en x, 1 en y et 0 en x, il va se déplacer vers le bas. Et si j'ai les deux, par exemple, à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer forcément en diagonale, à la fois en x et à la fois en y. Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est de changer cette vélocité en fonction des touches qu'on a pressées. Je vais rajouter ici une variable qui va s'appeler speed, donc qui va être de type private, qui va être de type number. Alors, il y a une bonne habitude à prendre, mais bon, je sais pas si c'est une convention d'ActionScript 3, je l'ai jamais vu, mais bon, ça vient du C++, c'est de nommer tous les membres d'une classe avec un M devant, tous les membres privés, pour dire que c'est des membres. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est M comme ça, voilà, et ça permet de bien savoir que c'est des membres. Là, comment j'ai fait pour, vous allez me dire, pour sélectionner plusieurs lignes à la fois, j'ai tout simplement appuyé sur la touche Alt, et je peux Alt avec clic gauche et je peux sélectionner plusieurs choses. Donc là je peux mettre mon curseur, tripler mon curseur ici et écrire comme ça. C'est assez génial, on retrouve ça dans beaucoup d'IDE, notamment Visual C++ par exemple ou Xcode. Donc du coup là c'est génial parce que je vais pouvoir effectivement tester l'ajout de mes vélocités. Enfin, je vais pouvoir tester en fonction des touches que j'ai, si je peux ajouter de la vélocité ou non. Donc ce que je vais faire, en fonction de la vitesse que j'aurai définie ici. Alors là, j'ai mis égal false, c'est n'importe quoi, il faut que je mette égal une certaine vitesse. Ce que je vais faire, c'est que donc, si, ici, j'ai la touche gauche qui est pressée, à ce moment-là, je vais tout simplement augmenter la vélocité. Je vais dire que la vélocité en x va être égale à la vitesse, moins la vitesse, puisqu'on va vers la gauche, c'est-à-dire moins... on va se déplacer en moins x. Si j'appuie sur la touche droite, donc souvenez-vous, j'ai stocké l'information dans une variable qui s'appelle writeKeys. À ce moment-là, je me déplace, je dis que ma vélocité en x, elle est égale à speed. Alors, au passage, j'aimerais bien, si possible, tout remonter ça vers le haut, parce que c'est une fonction dans laquelle je vais beaucoup travailler, la fonction update. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire, juste avant de démarrer
ici le changement de ma vitesse, je vais dire que Vx va être égal à 0. Ça, à chaque fois qu'on fera un tour de boucle, Vx sera égal à 0, ensuite on le monte, ensuite on le déplace. On aura déplacé par exemple de 5 pixels puisqu'on aura choisi si oui ou non en fonction des tests ici, et ensuite on réinitialise la vitesse à 0. A noter au passage qu'il faut qu'on multiplie tout ça par time.deltaTime, tout simplement pour dire en sorte que cette valeur ici correspond à un nombre de pixels par seconde. Donc du coup là, bien sûr, il faut que je la monte. C'est-à-dire que là, en une seconde, je vais me déplacer de 100 pixels par seconde. Je vais tester, je lance mon jeu, j'appuie sur la touche gauche, je me déplace bien ici. Si je reste avec un rythme constant, je me déplace bien de 100 pixels par seconde. Et si j'appuie sur la touche gauche, enfin j'avais dit la touche gauche, mais c'est la touche droite, et si j'appuie sur la touche gauche, ici je me déplace de l'autre côté. Si j'appuie sur les deux touches en même temps, bon bah là il prend la dernière touche courante. J'avais dit que ça s'annulerait tout à l'heure, bon ça s'annule pas. Probablement que dans l'écouteur d'événements ici, oui effectivement en fait dans l'écouteur d'événements ici, il peut tester qu'une seule touche. Ouais, parce qu'on lui passe qu'une seule touche ici. Pourtant... Ouais, en fait, on lui passe qu'une seule touche, donc c'est normal que ça fasse comme ça. Bon, c'est pas bien grave, du coup là je peux remettre un else if pour gagner en performance. J'ai vu tellement d'API récemment là, différentes qui réagissent de manière différente que je me souviens plus très bien comment ça fonctionnait dans Flash. Donc là du coup avec le else if, voilà, ça fonctionne aussi comme avant. Alors n'hésitez pas à faire plein de tests, des fois on trouve des bugs de logique très simples au début et qui nous... enfin à la fin alors qu'en fait qui sont des bugs de logique très simples. Donc là ça a l'air de plutôt fonctionner. J'ai multiplié par le delta time pour avoir un gameplay constant. Pour vous donner un exemple très concret, si je vais dans Properties et que je baisse ici à 10 frames par seconde, admettons que je sois très lent et que je veux quand même me déplacer de 100 pixels par seconde, là même avec un gameplay, enfin même avec un programme très lent, vous voyez que je me déplace bien quand même de 100 pixels par seconde. Certes je suis saccadé, mais la position dans l'espace de mon personnage sera exactement la bonne. Pour donner un autre exemple, si je mets 1 de framerate, vous voyez, je me déplace à chaque fois de 100 pixels par seconde. Donc de 100 pixels. Donc là, si je reviens à 60 frames par seconde, ce qui est en général considéré comme un standard, ça fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter de la gravité à notre personnage. Pour ce faire, tout simplement, on va rajouter ici Gravity, on va rajouter, c'est pas le film, hein, mais on va rajouter un nombre, number, et on va dire que c'est égal à, pour l'instant, 1. Et donc cette gravité, alors le principe de la gravité, c'est que la vélocité en Y est augmentée, est incrémentée par la gravité, c'est-à-dire que à temps 0, la vélocité en Y, elle sera par exemple de 0, à temps 1, elle sera de 1, à temps 2, elle sera de 2, etc., etc. Ça va augmenter, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et cette vélocité va être ajoutée à nouveau, ici, tout en bas, au niveau de la position. Donc on intègre deux fois en fait. Donc ça c'est assez important de noter. Donc du coup ce que je vais faire c'est que dans Update ici, je vais incrémenter la gravité. Je peux la multiplier par delta time ici. Du coup ici ça veut dire que je vais m'augmenter par exemple on va dire de 20 la gravité ici. Vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc là, alors vous l'avez pas vu parce que ça se met à chaque fois en dehors de l'écran, mais je passe assez vite. Je vais mettre une valeur plus petite pour que vous puissiez voir, qui tombe bien effectivement. Vous voyez qu'à chaque fois, ça a tendance à s'incrémenter, et donc il va de plus en... on a l'impression qu'il est de plus en plus lourd, et c'est exactement le principe de la gravité. Donc du coup,
qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant, je vais bien rajouter une variable temporaire, enfin une valeur temporaire que je vais hardcoder, c'est-à-dire mettre directement dans le code sans forcément la stocker dans une variable, qui va correspondre au sol de notre jeu. Alors, pour que ça soit un petit peu plus sympa, durant tous nos tests, ce que je vais faire, c'est que je vais ici rajouter donc graphics.draw, alors .move to à la position 250, on va dire que c'est le sol, et graphics.line2 donc à la position stage.stageWidth, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, et 250. Donc là, théoriquement, j'ai tracé une ligne. Et vous voyez que la théorie dépasse parfois ce que j'ai envie de faire. Donc line style peut-être, que ce soit de 1 pixel en noir, donc 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait beaucoup de 0. Voilà. Là ça fonctionne. Alors comment j'ai dessiné ma ligne, c'est tout simple. Je commence par utiliser donc le graphics de ma classe game, hein, bien évidemment. Ensuite, je dis que je veux changer donc du moteur graphique, je veux tout simplement changer le style de ligne. Je veux que la ligne fasse 1 pixel et qu'elle soit noire. Ensuite, move to, c'est comme si j'allais positionner mon crayon au-dessus de la feuille, d'accord, pour démarrer le tracé. D'accord. Donc je vais démarrer mon tracé à la coordonnée X ici et à la coordonnée Y ici, qui sont passés en paramètre de move to. Donc je vais commencer mon tracé à X à 0, c'est-à-dire tout horizontalement à 0, et verticalement sur l'axe donc Y à 250. Ensuite, graphic.line2 me permet de tracer une ligne depuis le dernier move to qui a été appelé jusqu'aux coordonnées ici, X et Y, passées en paramètre, donc c'est-à-dire la largeur de la scène, et 255 pour qu'on soit à la même hauteur. Si j'avais mis par exemple 500 ici, j'aurais eu une pente, vous pouvez le voir. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas sûr parce que ça a coupé l'écran, donc je vais vous le remontrer. Voilà, globalement. Donc je vais revenir sur ici, tout simplement, un indicatif de mon sol. Et ce que je vais faire, donc je sais que là, à 255, c'est mon sol. Donc du coup, moi, je veux que mon personnage, à dépasser 255, enfin, à 255, pardon, il s'arrête, en Y. Donc ça veut dire que je vais rajouter ici ma gravité à chaque fois, mais juste après, je vais tester, parce que là, on reste encore avec des valeurs, hein, on n'a encore rien affiché graphiquement, enfin, on n'a encore rien déplacé, et le déplacement, il est fait ici. Je vais le mettre ici. Là, avant, c'est que du calcul. C'est que de la logique mathématique. On n'a pas encore déplacé notre personnage. C'est vraiment que là, à ce moment-là, qu'on a déplacé. Donc du coup, avant de déplacer, on va vérifier si notre personnage n'est pas déjà dessous le sol. Si c'est le cas, il va falloir le remonter sur le sol. Donc si la vélocité... Enfin, si la position en X plus la vélocité qu'on compte ajouter eh bien, est supérieur à notre sol, à la hauteur de notre sol, c'est-à-dire 255, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, non seulement on va remettre notre vélocité en Y à 0 pour pas qu'ici on se déplace, d'accord? Mais on va aussi s'assurer que notre personnage, il est bien sur le sol, du coup on va le repositionner sur le sol. Donc this.y est égal à 255. Attention, on va avoir un souci. Je vous laisse deviner lequel c'est, mais pour l'instant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble comme ça. Voilà. Alors, c'est pas exactement ce qu'on attendait, mais souvenez-vous de quelque chose, c'est les points d'ancrage. On avait dit effectivement que le point d'ancrage était en haut à gauche. Donc du coup, dans nos calculs, eh bien, il va falloir que l'on prenne en compte ici la hauteur de notre personnage, c'est-à-dire this.height. Ou tout simplement height. Hein. Moi, je mets this devant parce que je trouve ça bien de toujours me rappeler que c'est par rapport à ce personnage. D'accord? Mais du coup, ici, si je le repositionne à 255, vous allez voir, c'est pas terrible, parce que une fois... quand il dépasse... Enfin, quand le test est bien fait, mais après, il me redépasse dessous. Donc du coup, c'est ici à 255, moins la hauteur, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon personnage tombe bien correctement sur la ligne. Je peux toujours me déplacer en X. Il n'y a absolument pas de souci... par rapport à ça, mais je peux pas me déplacer en dessous de cette barre. Du coup, maintenant, il va falloir que je fasse un autre test, c'est pouvoir sauter. Pour sauter, c'est plutôt simple. Je vais rajouter ici un écouteur
enfin une partie à mon écouteur d'événements, un autre else if, qui va tout simplement tester la touche up, c'est-à-dire haut, et ici on va avoir up key, et ça va être true si c'est pressé, et ça va être false si c'est relâché. Souvenez-vous, c'était une variable qu'on avait déjà prédéterminée ici. Je vais aussi rajouter une variable is the player in grounded, comme ça. Donc ça va permettre de savoir si le personnage touche le sol, puisque évidemment on peut sauter que si on est sur le sol, ça serait pas logique autrement. Donc du coup là, je vais définir une variable qui va s'appeler isGrounded et qui va être de type boolean et qui va être égal à false par défaut, puisqu'on tombera depuis le haut. Et donc ici, quand on a fait tester la collision avec le sol, je vais aussi dire isGrounded est égal à true, d'accord, puisque c'est le cas, d'accord. Et juste en dessous, je vais tester le jump, donc ça c'est move horizontally, et en bas, là, je vais faire ici jump, d'accord. Alors c'est calculate horizontal move, le mouvement horizontal, et là ça va être jump, puisque c'est plus logique de dire que c'est une calculation, enfin un calcul plutôt que, parce que le réel déplacement il est fait ici. Donc jump ici, le jump ça va être si on a appuyé sur la touche up, donc up key, ici. À ce moment-là, je vais définir une nouvelle speed, qui va être private.jumpSpeed. Qui va être égal à 200 par exemple. Alors la jump speed, ça va être tout simplement de dire que le y, la vélocité en y va être égale à moins jump speed du coup ici il va falloir que je baisse la valeur, par exemple je vais essayer comme ça. Donc là, si j'appuie sur la touche haute, voilà, notre perso peut sauter. Le problème c'est qu'il peut sauter indéfiniment, donc bien évidemment, avant, il faut faire un test aussi si on est grounded, is grounded. Bien évidemment, je vais encadrer ça dans avec des brackets, avec des accolades, et si on saute, ça veut dire qu'on n'est plus grounded, donc je remets grounded à false, d'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il veut pas accéder à ma access of undefined property is grounded? Donc, is grounded et is grounded. Hop! Et là, du coup, mon personnage peut le déplacer. Quand j'appuie sur la touche haute, vous voyez qu'il se déplace bien. Je peux, par exemple, monter ici la jump speed à, par exemple, 5. Donc, je vais lancer mon jeu. Et il se déplace correctement, comme vous pouvez le voir. Enfin, il fonctionne correctement au niveau du saut. Alors pourquoi j'ai pas multiplié par time.deltaTime? Tout simplement parce que on intègre déjà le game.deltaTime ici. Je veux pas le faire deux fois. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le jump avant pour le comprendre dans mon calcul. Voilà. Donc là, bien qu'est-ce qu'on a? On a un petit platformer, enfin le mouvement de base d'un platformer, je ne vais pas dire qu'on a un platformer, mais bon, on a quelque chose qui ressemble au début d'un platformer, on devrait dire plutôt. Et c'est plutôt chouette quand même d'avoir tout ça. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est de cleaner un peu tout notre code ici. On va séparer ça dans différentes méthodes. Donc on va avoir une méthode privée jump. Alors en fait ce qui est génial c'est que là on peut aller encore plus vite en faisant ça.
Donc là, je vais avoir une méthode privée qui va s'appeler jump. Il va me la générer automatiquement comme ça. Je mets mon code dedans. Je vais avoir ici une méthode. Je me demande si je fais pas tout d'un coup, si c'est pas plus intéressant de faire tout d'un coup. Ici, je vais avoir tout ça en fait qui va aller dans une méthode calculate move position, pardon. Calculate position. Je la génère et je colle mon code. Et voilà, et ensuite en dessous je déplace en fonction de la position calculée. D'accord? Donc du coup j'ai bien organisé ici dans différentes méthodes qui sont privées, donc pas accessibles depuis l'extérieur, et bien mon code qui se trouve dans update. Donc ça c'est plutôt chouette. Du coup maintenant, et bien bon, ça fonctionne toujours, hein, vérifiez toujours, on sait jamais. J'ai toujours mon petit player qui peut être déplacé de manière plutôt sympa. Et voilà comment notre personnage peut sauter. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si vous êtes dans Flash professionnel, vous avez peut-être déjà fait d'ailleurs, mais vous avez peut-être fait une image pour votre personnage. Nous on le fait pas parce que bon, dans Flash Develop c'est un petit peu plus compliqué. Il faut ajouter, il faut importer un bitmap, il faut le caster en type classe, machin, etc. Je ferai peut-être une vidéo dessus un jour. Mais là, on va rester simple. On voit qu'on a notre petit player qui peut fonctionner. Prochaine étape, eh bien, si on le mettait dans un monde, ça serait quand même plutôt sympa. Eh bien, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo dans laquelle on va faire tout ça. En tout cas, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je fais mon blabla habituel, hein. Et à liker la page Facebook pour voir toutes les actus de Tout Apprendre. Ciao, ciao!